L'air lourd du manoir de Pétropolis sentait la poussière de café et les secrets anciens. Léo, un restaurateur d'art de 24 ans, aux mains habiles et au passé orphelin, sentit le poids de l'histoire en franchissant le seuil. Il avait été engagé par Elara, l'héritière de 71 ans d'une fortune caféière, une femme dont la beauté semblait préservée comme une fleur séchée entre les pages d'un livre oublié. Mais dans son regard se cachait une mélancolie profonde, un abîme que Léo se sentit étrangement poussé à explorer. Le travail consistait à restaurer un portrait, mais le véritable mystère résidait dans le médaillon d'argent terni qu'elle ne quittait jamais. Que cachait donc cet objet qu'elle portait toujours près du cœur? Les premiers jours furent un ballet de silence et de gestes retenus. Lui, installé dans un atelier improvisé sous la lumière diffuse d'un vitrail, mélangeait les pigments avec la précision d'un alchimiste. Elle, assise dans un vieux fauteuil de velours, l'observait sans un mot, immobile dans la pénombre. Le léger tintement du médaillon contre la soie de sa robe était la seule musique du lieu. Léo sentait ce regard sur lui, non pas celui d'une patronne surveillant son employé, mais celui d'une âme qui en reconnaissait une autre. Il ne voyait pas une vieille dame. Il voyait les lignes d'un visage qui racontait des histoires, les traces d'une passion que le temps n'avait pas su éteindre. Peu à peu, les mots commencèrent à naître entre eux. Ils parlaient d'art, des couleurs qui s'effacent et de celles qui survivent. Ils parlaient des fissures de la toile, comme s'ils parlaient des cicatrices de la vie. Il évoquait la solitude de l'orphelinat, et elle, pour la première fois depuis des décennies, confiait ses rêves de jeunesse, l'époque où ses mains désiraient modeler l'argile plutôt que signer des contrats. Chaque coup de pinceau que Léo donnait pour redonner vie au portrait semblait combler un vide dans le cœur d'Elara. Le manoir, autrefois mausolée de souvenirs, recommençait à respirer, réchauffé par la complicité improbable qui s'épanouissait entre eux. Mais cette proximité était un tonnerre qui grondait à l'horizon familial. Ricardo, le neveu d'Elara, un homme dont la cupidité se cachait à peine derrière des costumes coûteux et des sourires polis, se mit à venir plus souvent. Son regard parcourait l'atelier avec un calcul froid, s'arrêtant sur Léo avec un mépris à peine voilé. Il voyait la façon dont sa tante souriait au jeune homme, un éclat qu'il n'avait jamais su provoquer chez elle. Alors, les murmures commencèrent, vénéneux, persistants, glissant dans les couloirs du manoir comme une peste. Léo, disait-il, était un opportuniste, un chasseur de fortune, séduisant une vieille femme vulnérable et solitaire. Les accusations prenaient racine dans les conversations de salon, lors des dîners et des visites mondaines. Bientôt, l'atmosphère changea. L'air, jadis chargé d'histoire, devint lourd de soupçons. Léo sentait les regards détournés des domestiques, les silences brusques lorsqu'il entrait dans une pièce. Il était l'intrus, le corps étranger dans cet organisme familial nourri de traditions et d'argent. Si ce réseau de secrets et de murmures vous intrigue, abonnez-vous pour découvrir la suite de cette histoire d'amour interdit. La tension éclata lors d'un dîner orageux. La pluie battait contre les vitraux, tandis que, dans la salle à manger, les accusations volaient comme des couteaux au-dessus de la longue table de jacaranda. Ricardo menait l'attaque, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Ma tante, il profite de votre bonté. C'est une honte pour notre nom. » Chaque mot était un coup. Léo voyait la couleur disparaître du visage d'Elara, sa posture jadis royale se courbant sous le poids du mépris familial. Cherchant à fuir cette atmosphère suffocante, il se retira dans l'atelier. En quête de pigments rares pour la dernière couche du portrait, il ouvrit un vieux coffre qu'Elara lui avait indiqué. Un coffre rempli de toiles et de souvenirs de sa jeunesse. Entre des pinceaux usés et des tubes de peinture séchés, ses doigts trouvèrent quelque chose d'inattendu. Un journal relié de cuir. La même écriture délicate qu'il avait vue sur l'ébauche du testament. Les pages jaunies ne parlaient pas d'un amour récent, mais d'une douleur ancienne. Elles racontaient l'histoire d'une sœur, Liana, la cadette d'Elara, chassée de la maison pour avoir aimé un ouvrier des plantations de café. Sans fortune, enceinte, elle fut rejetée et disparut à jamais, effacée des récits de famille. Elara écrivait son remords, sa culpabilité d'avoir gardé le silence. Elle n'avait pas eu la force de défier son père, le patriarche impitoyable de la fortune du café. Sa vie recluse n'était pas un luxe, mais une pénitence. Et le médaillon?
Il contenait la seule photo de Liana, un visage jeune et défiant, souvenir vivant de la promesse silencieuse qu'elle s'était faite, retrouver l'enfant perdu de sa sœur et lui rendre ce qui lui revenait. Léo sentit le sol se dérober sous ses pieds. Des fragments de son propre passé s'imbriquaient soudain avec une clarté bouleversante. La ville où Liana était morte, c'était celle inscrite sur son acte de naissance. L'amour de sa grand-mère pour un peintre des plantations, et lui, restaurateur d'art, comme si ce don avait traversé le sang. La vérité jaillit en lui comme une évidence déchirante. Les 21 millions d'Elara n'étaient pas un cadeau d'amante, mais une dette, une tentative de rédemption. Il n'était pas un séducteur venu de nulle part. Il était l'héritier oublié, le dernier maillon d'une lignée brisée. La connexion qu'il ressentait pour Elara n'était pas celle d'un amour interdit, mais le lien du sang, un lien profond, irrévocable. Le bruit de la voix de Ricardo, encore pleine de venin dans la salle à manger, le ramena à la réalité. Un feu nouveau s'alluma dans son regard, froid, déterminé. Il ferma doucement le journal, le cuir usé caressant ses doigts, et marcha dans le long couloir obscur du manoir. Chaque pas résonnait comme l'écho d'un secret centenaire. Lorsqu'il atteignit la salle à manger, la scène se figea. Ricardo, debout, gesticulait avec arrogance, ivre de sa victoire, et Lara, pâle comme une statue de marbre, semblait vidée de toute force. Léo entra sans un mot. Le silence tomba, lourd et tendu. Tous les regards convergèrent vers lui, attendant une justification, une explosion, mais il ne parla pas. Il s'approcha d'Elara, posa le journal devant elle, doucement, avec respect, puis fixa le médaillon d'argent qui reposait sur sa poitrine. Un simple geste discret, mais chargé de sens. Dans leurs regards, tout fut dit. Douleur, reconnaissance et pardon. Elara porta la main tremblante à son cou. Ses lèvres s'ouvrirent dans un souffle brisé. Elle savait. Il savait. Le jeu venait de changer pour toujours. Le vernis de civilité de Ricardo se fissura. C'est quoi cette comédie? Un journal? Tu crois vraiment pouvoir nous manipuler avec des contes? Il voulut saisir le livre, mais la main d'Elara, rapide et ferme, l'arrêta. Ses doigts ridés se crispèrent sur le cuir avec une force venue du fond de son âme. Elle leva les yeux, et dans ce regard, il n'y avait plus de peur, mais une flamme glacée, la colère calme d'une femme qui avait trop longtemps gardé le silence. Silence. Le mot tomba comme une lame de verre, coupant le bruit de la pluie et la voix de son neveu. La salle à manger, autrefois tribunal familial, devint un sanctuaire de vérité. Et Lara se redressa, redécouvrant la droiture de sa jeunesse. Sa voix vibrait d'une gravité presque sacrée. Elle parla de Liana, ce nom interdit dans la maison. Elle décrivit son rire, son talent pour la peinture, son esprit indomptable. Elle raconta l'amour défendu, non comme une honte, mais comme un acte de courage. Et puis sa propre lâcheté. Son silence complice pendant que leur père bannissait sa sœur, enceinte et seule. Ses mots coulaient comme un torrent longtemps contenu. Chaque phrase lavait la poussière de 50 ans de secret. Ricardo éclata d'un rire nerveux, amer. « Quelle belle histoire, tante. Mais ça ne prouve rien. Ce n'est que la parole d'un imposteur contre la nôtre. » Alors Elara fit le geste qui scella le destin de tous. D'un mouvement lent et solennel, elle détacha le médaillon de son cou. Elle l'ouvrit dans sa paume. À l'intérieur, sous un minuscule verre, brillait le portrait d'une jeune femme aux yeux fiers, un sourire plein de rébellion, un visage si semblable au sien et si étrangement familier. Les traits, la courbe du menton, l'intensité du regard, tout rappelait ceux de Léo. Un murmure parcourut la table. Les plus âgés se penchèrent, reconnaissant aussitôt la jeune Liana, la bannie. La vérité tomba sur la pièce comme une pierre tombale. Partagez cette révélation avec quelqu'un qui aime les mystères, et suivez pour découvrir la suite. Léo n'était pas un intrus. Il était de leur sang, la conséquence vivante d'un acte de cruauté que tous avaient voulu oublier. L'héritage n'était pas un caprice, c'était une restitution, une tentative désespérée de réparer l'irréparable. Le silence qui suivit fut plus profond que celui de la tempête dehors. C'était le silence du choc, de la honte, et pour Ricardo, celui glacé de la défaite. Sa cupidité l'avait aveuglé, non seulement à la vérité, mais à sa propre histoire.
Son regard allait de Léo à Elara, la bouche entr'ouverte, incapable de prononcer la moindre accusation. Il n'était plus le maître du jeu. Il venait d'être effacé du récit. Alors, doucement, Elara referma le médaillon dans sa main. Le petit clic du fermoir résonna dans la salle comme la fin d'un chapitre. Ricardo, blême, balbutia quelque chose, une protestation sans force, puis tourna les talons et quitta la pièce. Ses pas pressés sur le marbre du hall sonnèrent, comme la fuite d'un homme vidé de toute gloire. Un à un, les autres membres de la famille se levèrent, fuyant le regard d'Elara et de Léo. Des murmures, des excuses murmurées, des visages couverts de gêne et de remords, puis le silence, un silence apaisé, presque sacré. La tempête dehors s'apaisa. La pluie devint un murmure tendre contre les vitres. Dans la salle à manger, il ne restait que deux. Le silence qui les entourait n'était plus celui de la honte, mais celui d'une révélation. Elara leva enfin les yeux vers Léo. Son regard, embué de larmes, explorait les traits du jeune homme comme pour y rattraper 50 ans d'absence. Elle voyait le menton de son père, les yeux de sa sœur, et la passion d'artiste qui traversait le temps. Elle fit un pas vers lui, ses mains fragiles, mais fermes, cherchant les siennes. Ses doigts étaient froids comme le marbre, ceux de Léo, chauds, tachés de pigments et de vie. « Pardon », murmura-t-elle. Un mot simple, mais chargé du poids d'une vie entière. « Pardon de ne pas t'avoir trouvé plus tôt, de n'avoir pas eu la force. » Léo ne répondit pas. Sa gorge se serrait. La douleur pour la mère qu'il n'avait jamais connue, la colère pour les injustices du passé, et la paix nouvelle d'avoir enfin trouvé sa place. Il n'était plus un orphelin. Il avait une histoire, des racines. Il lui serra les mains, un geste plus fort que 1000 mots. Le lien entre eux, autrefois fragile et ambigu, devint indestructible, un fil d'acier forgé dans la vérité. Ils quittèrent la salle, marchant côte à côte dans les longs couloirs. Léo ne se sentait plus un étranger. Chaque tableau, chaque meuble semblait désormais lui souhaiter la bienvenue. Ils entrèrent dans l'atelier, leur sanctuaire. La lune filtrait à travers la fenêtre, baignant la pièce d'une lumière argentée. Le portrait sur le chevalet, celui de l'ancêtre austère, les observait. Elara effleura une toile blanche. Ma sœur Liana aurait adoré cet endroit. Elle peignait avec du feu dans l'âme. Mon père détestait ça. Il voulait la briser, mais il n'a fait que lui apprendre à s'envoler. Elle se tourna vers Léo, un sourire tremblant illuminant son visage. Son talent ne s'est pas perdu. Il vit en toi. Et soudain tout prit sens. Les 21 millions n'étaient pas de l'argent. C'était un acte d'amour. Une manière de rendre à ce jeune artiste le droit de créer, de vivre libre. Léo regarda le vieux portrait sévère, puis ses propres mains. Il prit un chiffon imbibé de térébenthine. Mais au lieu d'effacer, il couvrit la toile d'un drap blanc. « Je ne peux pas finir cette œuvre », dit-il calmement. « Mes mains ne doivent pas glorifier l'homme qui a détruit sa propre fille, mais elles peuvent honorer son courage à elle. » Il prit une toile vierge. « Parle-moi d'elle. Décris-moi chaque détail. La lumière sur son visage, la flamme dans ses yeux. Je veux la peindre. Pas depuis la photo du médaillon, mais depuis ta mémoire. Nous allons lui rendre la place qu'elle n'a jamais eue ici. » Elara sentit les larmes lui monter. Des larmes d'allégresse. La pénitence était finie. La rédemption commençait, non par l'argent, mais par l'art. Les jours suivants devinrent un rituel sacré. L'atelier vibrait des murmures d'Elara et du frottement doux du pinceau sur la toile. Elle ne restait plus en retrait. Elle s'approchait, participait. Sa voix évoquait les souvenirs. Les cheveux n'étaient jamais parfaitement rangés. Il y avait toujours une mèche rebelle, comme si elle contenait tous ses rêves de fuite. Et Léo, avec des touches de sépia et de sienne, redonnait vie à cette flamme. Il ne peignait pas avec ses yeux, mais avec son âme. Chaque souvenir d'Elara devenait une couleur, chaque mot une lumière. Peu à peu, le visage de Liana émergea. Pas celui d'une femme trahie, mais celui d'une femme vivante, libre. Ses yeux brûlaient de défi et de tendresse mêlée. Quand la dernière touche fut posée, un profond silence envahit l'atelier. Pas un vide, mais un silence plein, suspendu, comme après une symphonie. Elara s'approcha, la main tremblante au-dessus de la toile. « C'est elle », murmura-t-elle. « Tu l'as ramenée à la maison. » Le lendemain, ils transportèrent ensemble le tableau dans le grand salon, là où, depuis un siècle,
trônait le patriarche. Sans dire un mot, Léo décrocha le vieux portrait et le recouvrit du drap blanc. Puis, avec un soin infini, ils accrochèrent celui de Liana. La lumière de l'après-midi se posa aussitôt sur la toile. Le feu dans ses yeux semblait danser. Le manoir, autrefois sombre et étouffant, se remplit d'une chaleur nouvelle. Et Lara joignit les mains, le regard fixé sur le visage de sa sœur. Pour la première fois en 50 ans, son visage était en paix. « Bienvenue chez toi, ma sœur. » Les mois passèrent. Le manoir de Pétropolis refleurit. Léo accepta son héritage non comme une richesse, mais comme une mission. Une partie de l'argent servit à transformer une aile de la maison en fondation Liana des Arts, un lieu d'accueil pour les jeunes artistes sans ressources. L'odeur de poussière et de café laissa place à celle de la peinture fraîche et des rêves nouveaux. Léo n'était plus seulement restaurateur du passé, il était créateur d'avenir. Et Lara, redevenue vivante, veillait sur cette renaissance. Le scandale d'autrefois devint légende. L'amour interdit s'était transformé en un hymne à la vérité, à la famille retrouvée et à la force de l'art. Léo, l'orphelin, avait trouvé un foyer. Et Lara, la gardienne solitaire, avait trouvé un héritier, non de son argent mais de son âme. Et au cœur du manoir, le portrait de Liana continuait de briller, témoin silencieux d'une promesse tenue, celle de restaurer, à travers l'amour et la création, tout ce que le temps avait voulu effacer. Quelle histoire, dans votre vie, mérite d'être restaurée et ramenée à la lumière. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne manquer aucun récit d'amour et de rédemption.